Bonjour, bienvenue dans ce deuxième webinaire organisé par Affect. Après le premier thème, qui était réagir à la violence physique et verbale, nous avons choisi, à l'approche de l'ouverture de la période des déclarations fiscales, d'aborder les sujets suivants. La gestion du patrimoine du majeur placé en mesure de protection juridique, l'incidence des aides sociales et la loi de finances 2025. Commençons par la gestion de patrimoine. Le patrimoine des personnes civilement protégées est soumis à un régime rigoureux et contraignant. La gestion des capitaux, des revenus ou des droits sociaux doit être organisée dans l'intérêt de leur titulaire, encadrée par des procédures de contrôle, comme la liberté contractuelle qui subsiste avec une intensité qui varie selon le but que les contractants souhaitent réaliser. Déléguer la gestion d'un bien, maison de famille, immeuble de rapport, valeur mobilière, anticiper une mesure de protection, préparer la transmission successorale ou au nom d'une personne protégée ou en sa faveur. Le décret numéro 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle est pris en application des articles 452, 496 et 502 du Code civil, dit que constituent des actes d'administration, les actes d'exploitation ou de mise en valeur du patrimoine de la personne protégée, dénués de risque anormal, constituent des actes de disposition, les actes qui engagent le patrimoine de la personne protégée, pour le présent ou l'avenir, par une modification importante de son contenu, une dépréciation significative de sa valeur en capital ou une altération durable des prérogatives de son titulaire. La loi numéro 2024-317 de 8 avril 2024, portant mesures pour bâtir la société du bien vieillir et de l'autonomie, modifiera l'article L.471-1 du Code de l'action sociale et des familles ainsi. Concernant les MJPM, la loi dit qu'ils assurent, dans les limites du mandat qui leur est confié, la protection juridique de la personne et de ses intérêts patrimoniaux. Alors en effet, il peut y avoir des difficultés dans les choix, dans les orientations, d'autant plus que chaque décision peut avoir non seulement une incidence fiscale, mais une incidence au niveau du patrimoine, et c'est conséquent, et ça nous le verrons plus tard. Alors je vais reprendre les mots d'Isabelle Doriac lors de notre colloque d'Affect 2024, un colloque dont le replay est exceptionnellement disponible en accès libre sur notre site internet, je vous le rappelle. Alors, Isabelle Doriac disait que s'il y a un patrimoine important lors de la libéralité d'un majeur placé en mesure de protection, cela peut changer considérablement ce qu'implique la réalisation de son mandat, compliquer considérablement ou diversifier tout autant la nature de la mesure qu'il est en train d'exercer, d'autant plus s'il n'y a pas de charge. Isabelle Doriac disait qu'en attendant une fiducie qui serait à la fois gestion et libéralité, on pourrait changer la nature du patrimoine. Un patrimoine financier, un patrimoine sur un support d'assurance, offre d'autres perspectives avec d'autres performances et d'autres risques. Et toujours comme le disait Isabelle à la fin de son propos, ça tombe bien, j'ai un spécialiste à côté de moi. Brice Moulin, bonjour. Bonjour Pascal. Merci de votre présence à mes côtés. Alors Brice, vous êtes gestionnaire de patrimoine, spécialisé au sein du cabinet Pôle Handicap. Je vais vous laisser vous présenter et puis après on continuera cet échange. Bonjour à tous, donc Brice Moulin, je suis l'un des co-gérants associés au sein du cabinet Pôle Handicap, spécialisé dans la gestion du patrimoine des personnes vulnérables. C'est assez singulier pour l'indiquer ici, un petit peu comme certains avocats qui sont généralistes, qui peuvent faire du divorce, du pénal, du droit des affaires, du droit des sociétés. Et bien, on a un petit peu la même typologie de conseils en gestion de patrimoine généralistes qui vont traiter du particulier, du professionnel, qui vont faire un petit peu de retraite, un petit peu de défiscalisation, des placements financiers, etc. Mais nous, on fait vraiment partie de la dernière des catégories des personnes qui sont spécialisées auprès du public, des personnes vulnérables ou en situation de handicap. Ça fait 15 ans aujourd'hui que l'on accompagne les mandataires privés sur tout le territoire national, les associations tutélaires, ou encore les préposés d'établissement sur toutes les questions liées au patrimoine des personnes vulnérables. Généralement, lorsqu'on est sollicité, c'est qu'il y a un excédent budgétaire, une succession qui tombe ou encore une vente immobilière et qu'on doit remployer les capitaux au mieux des intérêts des personnes protégées, en lien bien évidemment avec les incidences fiscales et ou sociales, bien évidemment.
Voilà, donc on intervient également en tant que formateur auprès de l'Affect, que je remercie aujourd'hui pour son invitation. On intervient également auprès de toutes les autres fédérations, UNAF, FNAT, et également auprès de l'ENM pour la formation des magistrats, des contentieux à la protection. Merci pour cette présentation. Alors, l'une des premières questions qu'on va se poser, c'est comment gérer le patrimoine au mieux. On va voir aussi peut-être, est-ce qu'il y a des erreurs qui sont fréquentes? Ça peut arriver, il y en a certainement, et vous allez nous en parler. Moi, je me posais la question de à partir de quel montant, s'il y en a un, on consulte un gestionnaire de patrimoine. Est-ce qu'il y a un seuil? Peut-être que non, je sais pas, vous allez nous le dire. Et quelles incidences, parce qu'il y en a plusieurs, pour un majeur protégé en situation de handicap? Ok, je vais essayer de répondre en vrac à toutes C'est ces ça, questions, exactement. Pascal. Merci, déjà vous l'avez rappelé avec la loi de 2024 qui a modifié quelque peu le Code de l'action sociale et des familles. En matière de patrimoine, j'aime rappeler l'article du Code civil qui fait socle, vous l'avez mentionné en introduction, l'article 496 du Code civil. Les mandataires qui nous regardent aujourd'hui le savent. Dans le cadre de la gestion du patrimoine de leur majeur, ils sont tenus d'apporter des soins prudents, diligents et avisés dans leur seul intérêt. Alors, cette formule est reprise de la loi de 2007 qui faisait référence antérieurement à la gestion dite en bon père de famille. Je pense qu'il est bien qu'on s'arrête juste un instant sur la définition de ce qu'est une gestion prudente, diligente ou avisée, puisque parfois les raccourcis que peuvent prendre certains mandataires ou certaines juridictions, à la personne des juges des tutelles, confondent souvent la notion de prudence avec la notion de sécurisation ou de garantie en capital. Et or, la loi précise bien gestion prudente, une notion qui n'exclut en aucune manière la gestion diversifiée, défensive, bien au contraire. La gestion diligente, elle sous-entend que, eh bien, il faut éviter de prendre les décisions au coup par coup. Il ne s'agit pas de placer un capital l'année N et de se dire advienne que pourra dans les 5, 10 ou 15 ans, le patrimoine doit évoluer au même rythme que votre majeur protégé, tout simplement. La gestion avisée, enfin, elle sous-entend que le mandataire n'est pas seul dans l'exercice de sa mesure. J'ai l'habitude de dire que le mandataire est un petit peu le spécialiste des généralités, puisqu'il est un métier très transversal. Il gère avant tout l'humain avec des situations parfois critiques, précaires, les urgences, le social, le fiscal et en tout dernier lieu le patrimonial. Or, on le sait, le budget, les ressources du majeur, ça reste le nerf de la guerre. On va essayer de l'illustrer à travers quelques exemples. Du coup, parmi les premières missions qui sont demandées aux mandataires lors des entrées à mesure, vous devez notamment dresser l'inventaire. Premier réflexe ici, selon nous, au-delà de se contenter d'énumérer la liste des comptes, les libellés, les numéros ou les montants des avoirs placés, on aime bien soulever le capot pour regarder un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est vrai que parfois, on a pu mettre en place des investissements sa vie durant, et puis un jour, l'avancée dans l'âge, la perte d'autonomie, l'accident nous place en mesure de protection. Je prends le cas de la tutelle. Et le mandataire, à ce moment-là, ne peut pas se contenter de dire « bon, mais ça, ce qui a été fait par le passé, c'était la volonté du majeur, je vais m'occuper du présent et on verra pour l'avenir ». Non, cette fameuse gestion prudente, à travers le mandat qui vous est confié, vous impose d'ores et déjà de pouvoir adapter le patrimoine en fonction des objectifs de votre majeur, en fonction de son espérance de vie, bien évidemment, et au regard de sa situation budgétaire. Voilà. Donc, nous, ce que l'on invite à faire dès l'entrée à mesure, c'est de réaliser un audit, c'est-à-dire on va regarder l'existant. Comment est-ce que ça a été placé? On va regarder les garanties, on va regarder les frais, les rendements. Est-ce que les placements et les investissements, que ce soit mobilier ou immobilier, détachent des revenus pour le majeur? Si oui, combien? Est-ce que ces revenus vont entraîner des incidences fiscales ou même au regard des aides sociales? Voilà, c'est à la lumière de cet audit que l'on va pouvoir se dire c'est parfait, tout est géré au mieux dans l'intérêt du majeur, ou alors il y a des arbitrages nécessaires et ou des clôtures employées pour défendre au mieux ses intérêts à court et à moyen terme. Alors, j'aime rappeler ici, notamment dans le cas des audits que l'on mène, j'ai un dernier exemple en date, où c'était le cas de Mamie Huguette, qui à la suite d'un veuvage venait d'hériter du compte-titre de son mari, et puis se posait la question de réaliser un arbitrage, sans plus attendre, puisque 98% des avoirs étaient investis sur des titres vifs, des actions, dans le cas d'un compte-titre. Et une fois qu'on a diligenté l'audit et qu'on a mis en avant la nécessité de réaliser des arbitrages, le mandataire m'a dit « pas de souci, je vais réaliser une requête pour demander l'autorisation au juge des tutelles ».
Non, pas dans ce cas précis. Je le rappelle, le décret de 2008, celui qui classe les actes d'administration et de disposition, donne, en complément du Code civil, beaucoup de prérogatives aux mandataires pour agir sans plus attendre. Et le décret de 2008 classe bien dans la colonne des actes d'administration les actes liés à la gestion de portefeuille notamment, c'est-à-dire les cessions de titres, pourvu qu'elles soient suivies de leur remplacement. Vous n'avez pas besoin d'attendre de rédiger une requête, de l'envoyer au tribunal, d'attendre le retour de l'ordonnance pour envoyer l'ordre à la banque. Vous pouvez agir ici sans plus attendre. De la même manière, avec le patrimoine immobilier, il s'agira de se poser les bonnes questions. Si le bien est déjà dans le patrimoine du majeur ou qu'il le recueille au moment de sa mesure, eh bien d'étudier les incidences en matière de frais, en matière de charges, en matière de prélèvements sociaux, en matière d'impôts sur le revenu ou encore en matière d'impact sur les aides sociales. On s'aperçoit parfois que certains majeurs ont des patrimoines immobiliers bien fournis et que lorsqu'on descend l'ensemble des chiffres, finalement, on fait largement moins bien que le livret A, avec toutes les contraintes occasionnées par la gestion que peut entraîner un bien immobilier en direct. Tout ceci pour en venir notamment au budget. Puisque c'est la deuxième mission après l'inventaire, généralement vous dressez le budget pour votre majeur. On l'a dit en introduction, ça reste le nerf de la guerre. Là aussi, ce que l'on invite à faire très haut, très tôt, c'est à comprendre l'incidence de l'ensemble des revenus sur le patrimoine du majeur. Et souvent, on néglige, pour des situations qui peuvent paraître précaires, où on se dit, ben, finalement, mon majeur, il n'a pas de revenus, il n'a jamais été imposable, bon, ben, finalement, les conséquences vont pas être si importantes. Détrompez-vous, on va l'illustrer juste après, lorsqu'on va parler de fiscalité. C'est souvent lorsqu'il y a des situations précaires avec peu de revenus, eh bien, que naissent les plus grandes incidences, justement, d'un point de vue fiscal ou d'un point de vue social. On est sur la notion de budget. Deuxième anecdote qui me vient en tête, toujours dans le cas de cette mamie Huguette, pour laquelle se posait la question justement de sécuriser le compte-titre. Pourquoi? Puisque, en raison de sa perte d'autonomie, elle devait rentrer en EHPAD. Qui dit EHPAD, vous le savez, dit parfois déficit budgétaire important. Du moins, il faut arriver à le combler, trouver les ressources nécessaires pour payer les frais d'hébergement et les frais d'entretien, bien évidemment. On dirait un mot, je crois, tout à l'heure, des aides sociales, fiscales. Oui, exactement. Vous me le rappellerez. Là aussi, suite à un décalage de trésorerie sur le compte de fonctionnement de la majeure, la mandataire, bien embêtée, pensait devoir recourir à une requête pour demander au magistrat de pouvoir retirer des sommes sur un capital pour payer la facture d'EHPAD, qui avait entraîné d'ailleurs un rejet de prélèvement, il y a eu des frais, des agios, on comprend la complexité ici. Je le rappelle là aussi, la déjudiciarisation des actes, Déjudiciarisation. c'est évident à dire, en référence à la loi de 2019, mais elle était déjà existante en 2008 en réalité, pour peu que l'on s'intéresse pleinement au sens du décret. L'annexe 2, là aussi, vous permet en tant que mandataire de venir puiser sur le capital pourvu que vous ayez une dette à régler. Les prélèvements sur le capital à l'exclusion du paiement des dettes sont bien classés dans les actes de disposition et cela nécessite l'accord du magistrat. Donc là aussi, lorsqu'il y a une épargne de précaution, n'attendez pas le retour du juge pour pouvoir payer une dette qui est née, qui est exigible et qui est due pour votre majeur. Si je vais résumer cette première partie, déjà sur les quelques bons réflexes, il est difficile de traiter du cas par cas, je vais essayer de faire une généralité même si je n'aime pas ça. Retenez que dans le cas de la situation d'une personne vulnérable, lorsque vous avez établi une épargne de précaution, je fais référence ici aux livrets réglementés, livret A, LDD, LEP, qui ont retrouvé un certain regain d'intérêt par rapport à la hausse des taux que l'on a connue ces derniers mois, eh bien il faut le faire, c'est la première épargne à disposer. Attention aux faux jumeaux et aux cousins, les livrets B, les comptes sur livrets, les super livrets, etc., qui eux vont entraîner des conséquences parfois assez dommageables. On y reviendra un petit peu plus tard. Deuxième réflexe, c'est pouvoir ouvrir une enveloppe assurantielle, en réalité telle qu'elle soit, qu'il s'agisse d'un contrat de capitalisation, un contrat d'assurance vie standard, voire labellisé épargne handicap. Vous allez cocher 99% des cases. Vous allez assurer à la fois une épargne de précaution qui permettra de faire face à une urgence en cas de besoin de trésorerie. Vous allez permettre à votre majeur de diversifier son patrimoine et surtout, vous allez lui permettre de générer des revenus complémentaires sans incidence fiscale ou sociale. Voilà. Très bien. Donc, merci pour cette première partie. Je voulais juste préciser deux choses. La première, c'est que ça, ce petit fascicule que Pôle Handicap a produit,
est disponible, je crois, en téléchargement. Un téléchargement gratuit, même si c'est vrai qu'on a l'habitude de l'offrir juste après le téléchargement, il est beaucoup plus facile de lire un ouvrage, il fait une centaine de pages, et en fait, ce sont que les remontées terrain que l'on a depuis 15 ans, que l'on compile chaque année, que l'on met à jour, et qui font le lien d'ailleurs avec notre formation Gestion de Exactement. patrimoine et tutelle, les bons réflexes. Exactement. Donc, gestion de patrimoine et tutelle, les bons réflexes, une formation que l'on a développée avec Pôle Handicap du côté d'Affect. Et notez bien la prochaine date, le 28 avril. Donc, vous avez toutes les possibilités de vous inscrire sur notre site internet et on pourra vous envoyer le lien si vous le souhaitez. Alors, la deuxième partie le deuxième thème ou le deuxième point qu'on voulait aborder sur ce webinaire, c'était les aides sociales, et les aides sociales départementales. Donc, je vais reprendre encore les termes de la loi du 8 avril 2024. On trouve cette mention, hein, la mission d'accompagnement des MJPM s'exerce sans préjudice de l'accompagnement social auquel la personne protégée peut avoir droit. Alors, les aides sociales, elles sont octroyées par le département après l'obligation alimentaire. Il s'agit de l'obligation d'aider matériellement les personnes de sa famille lorsque ces dernières sont dans le besoin. Et en fonction du département, les obligés alimentaires peuvent être les enfants. Alors, les petits-enfants, mais je crois qu'en préparant, on s'est dit que les petits-enfants, ça n'est plus lieu d'être. Ça n'est plus le cas depuis avril 2024, effectivement. D'accord. Les gendres, les belles-filles, voilà. Donc ça, ce sont les obligés alimentaires. Et les obligations alimentaires varient en fonction des ressources de la personne, dont le besoin et de celle de son obligé alimentaire. Alors, s'il existe un ou des obligés alimentaires, le département peut décider de limiter le versement d'une aide sociale à une quote-part, demander le versement du restant aux obligés. Chaque département, en fait, possède un règlement départemental de l'aide sociale qui précise les modalités de versement et notamment la dénomination des obligés alimentaires. Ces fameuses aides sociales, elles permettent aux adultes d'être assistés dans leur quotidien de manière financière pour subvenir à leurs besoins. Alors, il y a deux catégories, et vous allez nous en parler. Il y a les aides sociales qui ne constituent pas des avances récupérables, et il y a les aides sociales qui constituent des avances récupérables. Et je crois que vous avez plein d'anecdotes là-dessus, et en fonction des départements, en fait, il y a plein de choses qui varient. Alors, quelles sont les spécificités des aides sociales? Quelles sont les incidences, peut-être, alors je ne sais pas si on peut dire sur le patrimoine ou sur les finances au général de la personne qui est en mesure de protection? Alors, c'est vrai que bien souvent, malheureusement, en tout cas c'est ce que l'on constate, qui dit vulnérabilité peut souvent dire situation précaire. Et on l'a vu parmi les premières missions qui sont demandées aux mandataires, c'est de redresser le budget. Au-delà de dresser le budget, il faut tout faire pour essayer d'atteindre l'équilibre budgétaire. Malheureusement, souvent, les seules ressources du majeur ne suffisent pas, finalement, à combler son budget, et les mandataires n'auront d'autre choix que de recourir aux différentes aides sociales. D'ailleurs, on parlait à l'instant, Pascal, de l'aide sociale départementale, mais c'est vrai qu'en premier lieu, qui dit absence de ressources, dit complément ou minima sociaux à les chercher. Pour une personne à la retraite qui aurait une faible pension, généralement, on va se tourner du côté de l'ASPA, qui est l'ex-minimum vieillesse, si je puis dire, qui va permettre aux personnes âgées d'avoir un revenu minimum de subsistance. Le corollaire que l'on peut faire à côté des personnes âgées, ce sont les personnes en situation de handicap qui, elles, peuvent bénéficier de l'AH, l'allocation adulte handicapé, qui est directement versée par la CAF. Alors dans les deux cas, même dans tous les cas, on va parler d'aide sociale départementale juste après, ces aides sont conditionnées à des plafonds de ressources. Oui, on accepte de recourir à la solidarité nationale pour aider les personnes défavorisées. Maintenant, on va regarder soit leurs ressources en tant que telles, en tant que flux, et ou, dans certains cas, leur patrimoine. Puisqu'il est question de parler d'exemples concrets ou d'anecdotes, je rappelle ici, puisqu'on l'a vu encore récemment, attention, lors du passage à la retraite, eh bien, les bénéficiaires d'aide sociale ne basculent pas forcément d'un régime à un autre. C'est pas parce qu'on atteint un certain âge, qu'on passe l'âge de 65 ans, qu'on n'est plus personne handicapée et qu'on devient personne âgée. Donc je le dis, je le note ici, puisque on a parfois certaines tentatives
de CAF, notamment, je ne leur jette pas la pierre, par des courriers parfois qui sont assez bien rédigés, je dois l'avouer, qui tentent de faire basculer la personne handicapée bénéficiaire de l'ASH au profit de l'ASPA. Or, les conditions pour bénéficier de ces aides sociales sont assez différentes et les conséquences, notamment au moment de la succession. Je le rappelle, l'ASH, on va regarder uniquement les revenus que peut percevoir le majeur, tandis que dans le cadre de l'ASPA, on va tenir compte du patrimoine notamment, et aussi des biens qui ne seraient pas productifs de revenus, par exemple. Donc attention, c'est pas parce qu'on bascule et qu'on fait valoir ses droits à la retraite que l'on ne peut pas continuer à maintenir ses droits à l'âge. Donc première mise en garde ici, je le rappelle, l'âge n'est pas récupérable, parce que vous faisiez référence à cette notion des avances qui sont dites récupérables ou pas, alors que l'ASPA, elle, l'est. Et on pourrait se mettre à la place d'un héritier qui se retrouverait lésé par cette situation, puisque le mandataire, par inattention, a validé la volonté de la CAF de basculer d'une aide à une autre, la première n'étant pas récupérable, alors que l'autre, oui. Alors il y a des conditions, bien évidemment, ça va être au-delà d'un certain actif net successoral, je ne rentre pas dans le détail ici, mais faites bien attention à ce choix au moment de la retraite. Ensuite, si on s'intéresse plus particulièrement à l'aide sociale départementale, je vais faire un focus rapide peut-être sur l'aide sociale à l'hébergement, dont peuvent bénéficier certains majeurs lors d'entrée en établissement, mais l'aide sociale peut être plus large, ça peut être pour un maintien à domicile avec des aides à domicile, du portage de repas, etc. etc. Le dernier cas que l'on a eu encore tout récemment, c'est un conseil départemental qui a intenté un recours en récupération dans le cadre d'une ASH pour une personne handicapée. Je voudrais revenir ici sur les quelques principes à connaître et à maîtriser pour éviter de tomber dans ce type d'écueil, puisqu'en l'occurrence, le conseil départemental n'a pas à venir à récupérer l'aide sociale dans ce cas-là. C'est le Code de l'action sociale et des familles qui, en matière d'aide sociale, prévoit 5 cas de récupération en réalité. Je le rappelle, l'aide sociale départementale, c'est la collectivité, c'est la solidarité nationale qui vient prendre le relais pour les situations où les bénéficiaires, eh bien, en réalité, ne peuvent pas subvenir seuls à leurs besoins. Donc, on fait appel à la solidarité nationale. Il faut comprendre que ce n'est pas un don, mais c'est une avance qui est faite par les conseils départementaux, et qui dit avance fait nécessairement naître une créance, par définition récupérable. On va voir que ça, c'est le principe, et qu'en réalité, il y a beaucoup de tempérament derrière. Le Code de l'action sociale et des familles, c'est l'article 132-8, prévoit 5 cas de récupération, si je ne dis pas de bêtises. Le cas de retour en meilleure fortune, lorsqu'il y a un accroissement du patrimoine qui permettrait eh bien, de refaire renaître une situation positive pour votre majeur. Les recours sur les successions, sur les donataires, c'est-à-dire les bénéficiaires des donations, sur les légataires, et un dernier recours à titre subsidiaire sur les contrats d'assurance vie, notamment pour les primes versées au-delà de 70 ans. Donc, on le voit, la loi, le législateur ici a donné 5 possibilités de récupération aux conseils départementaux. Par contre, la première distinction à en faire ici, c'est la qualité de bénéficiaire. Qui est votre majeur? Est-ce que c'est une personne âgée, au sens des textes, ou alors est-ce que c'est une personne en situation de handicap? Et là, malheureusement, on a souvent tendance à mettre tout le monde dans le même panier, à assimiler personnes âgées et personnes handicapées, à venir récupérer, alors que l'on ne le peut pas. Tous les cas de récupération que je vous ai énoncés ici en matière d'aide sociale à l'hébergement, en réalité, sont beaucoup plus restrictives dans le cadre d'un bénéficiaire personne handicapée. Personne en situation de handicap qui serait bénéficiaire de l'aide sociale, pour qui il aurait un retour en meilleure fortune, le cas où il perçoit une succession par exemple, l'aide sociale n'a pas à être récupérée. Le Code de l'action sociale et des familles l'exclut purement et simplement. De la même manière, s'il se retrouve bénéficiaire d'un legs suite à un testament, ou alors qu'on lui fait une donation, ou alors qu'il l'hérite via la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance vie, il n'a pas à être inquiété du recours en récupération dans ce cas-là. Un seul recours est ouvert aux conseils départementaux, c'est le recours sur la succession, pour peu que la qualité des bénéficiaires soit telle que définie par les textes, ni le conjoint, ni les parents, ni les enfants, ou encore la personne qui en a effectué qui en a assumé la charge effective et constante. Donc on voit ici que les textes sont restrictifs et que parfois, de manière habile ou maladroite, on a des tentatives de récupération. Donc ça, c'est la première anecdote que je voulais dire, puisque dans ce cas-là, le majeur pouvait se priver de l'entièreté de la succession au regard de l'avance, de la créance du conseil départemental, alors qu'en réalité, ça n'est pas possible. La loi l'exclut de manière pure et simple.
Donc attention à ne pas tomber sous les sirènes des conseils départementaux. Je ne leur jette pas la pierre, je remercie vivement le système de solidarité nationale. Il faut à tout prix le préserver au profit des personnes vulnérables et c'est très très important. Je fais moi-même partie des pro-récupération pour entretenir ce système, mais la loi est ainsi faite et clairement beaucoup plus favorable aux personnes en situation de handicap. Donc je le rappelle ici parce que vous l'avez dit, Pascal, les règlements départementaux établissent dans leur département, pour le coup, le fameux RDS, des règlements départementaux d'aide sociale. Par contre, le législateur est très strict. Les règlements départementaux doivent tenir compte de la législation et de la réglementation nationale. Dit autrement, ils ne peuvent pas s'en exonérer. Si un texte prévoit quelque chose, la loi prévoit que si le conseil départemental veut prévoir une différence, ça ne peut être que dans un sens plus favorable aux bénéficiaires, et jamais dans le cas inverse, pardon. Parmi les quelques cas inverses que l'on voit notamment, c'est sur le critère de la prise en compte des ressources. Le législateur, il faut le savoir, distingue bien la notion de flux de la notion de capital. Donc lorsque vous êtes confronté à un conseil départemental, lors du dépôt de l'aide sociale, qui vous dit en gros, circuler, il n'y a rien à voir, il y a de l'argent sur les comptes, le livret A est au plafond, l'ULDD également, il a une pension de retraite, bref, il a de quoi subvenir à ses besoins sur les 36 prochains mois. Non, c'est faux. Vous pouvez tout de même obtenir le bénéfice de l'aide sociale, puisque seules les ressources, au sens de flux, au sens d'intérêt, au sens de revenus, doivent être prises en compte. Donc je le dis, puisqu'à chaque fois qu'il y a des contentieux, les conseils départementaux se font quelque peu taper sur les doigts, donc vous devez pouvoir obtenir l'aide sociale dans ce cas-là. C'était les quelques petits cas et les quelques petites règles que je voulais remettre dans le cadre de l'aide sociale départementale. Très bien. Merci Brice. Alors, maintenant, un sujet d'actualité, enfin en tout cas qui va le devenir, puisque je crois que les déclarations, c'est à partir du 13 avril. Exactement. Donc c'est très très bientôt. Donc maintenant, c'est la loi de finances 2025. Alors, on va pas revenir sur les états de cette loi et tout ce qui s'est passé, etc. avant, mais voilà, la loi a été votée, le système de déclaration fiscale va démarrer, donc 13 avril 2025. Donc, c'est quoi les nouveautés qui sont induites par cette loi de finances 2025 ? Quelles sont les incidences fiscales et patrimoniales ? Est-ce qu'il y a des erreurs fréquentes que l'on fait, notamment les cases incontournables qu'il ne faut pas oublier de cocher quand on fait la déclaration fiscale d'un majeur en mesure de protection, avec ou sans situation de handicap. Je suppose qu'il y a des particularités. Oui. Et donc voilà, donc c'est ce qui nous intéresse maintenant. Et cette gestion de patrimoine, ces aides sociales ont forcément une incidence sur ces déclarations. Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça sur cette loi de finances 2025 ? Alors, il y aurait tant à dire. En réalité, oui, voilà. Et c'est parce qu'il y a beaucoup à dire que d'ailleurs on prévoit un webinaire dédié en direct sur un format un petit peu plus long. On va consacrer véritablement 3 heures aux déclarations fiscales des personnes vulnérables, organisé également en partenariat avec l'AFECT. Vous pouvez d'ores et déjà noter la prochaine date. Si je dis pas de bêtises, ça sera le 24 avril, exactement. 24 avril en matinée. Donc c'est dispo et je vous parlerai un petit peu après de ce que vous pouvez obtenir en ayant participé à ce webinaire. Ok. Et c'est vrai qu'après le dépôt des CRG, les comptes rendus ou les comptes annuels de gestion au tribunal, le deuxième grand rendez-vous pour la PJM ou pour les MJPM au sens large, ce sont les périodes des déclarations fiscales. Avec souvent, on le voit, quelques erreurs. Donc, vous parliez, Pascal, il y a un instant de la loi de finances. En réalité, je vais être un petit peu trivial ici, mais les mandataires n'ont que faire généralement des évolutions ou de derniers textes prévoyant les dernières nouveautés fiscales. Je vais essayer de le mettre en lumière avec quelques exemples concrets, mais là, vous me permettez de reprendre mes notes puisque les nouveautés sont tellement nombreuses. Alors, j'essaie de filtrer celles en lien avec la PJM de plus ou moins près. Mais parmi les nouveautés, déjà, on va noter, comme chaque année, l'actualisation du barème de l'impôt sur le revenu est de plus 1,8%,
Ici, l'idée, c'est de pouvoir tenir compte des effets liés à l'inflation. On va voir les revalorisations de la décote, notamment, qui est très importante, du plafonnement du quotient familial, des abattements en faveur des personnes âgées ou invalides. C'est là d'ailleurs où on peut noter la première erreur. Souvent, on se dit, ah ben mon majeur, il n'a pas de revenus, voire pas du tout, il n'a jamais été imposable, il n'a jamais travaillé. C'est vrai, j'ai oublié de mentionner la petite case sur l'avis d'impôt. À quoi bon finalement, puisqu'il n'a jamais été imposable? Et on va voir qu'en réalité, c'est à partir de ces situations les plus précaires que naissent les plus grandes difficultés pour peu qu'on va venir enregistrer ne serait-ce qu'une petite centaine ou quelques milliers d'euros de revenus du patrimoine, parce qu'il y a un bien qui tombe, parce qu'il y a un compte titre, parce qu'il y a des parts sociales, parce qu'il y a un PEL qui a plus de 12 ans, etc. Et on va voir que les conséquences derrière sont fâcheuses, pour pas dire désastreuses. On a une revalorisation de l'abattement sur les pensions de retraite, notamment le fameux abattement forfaitaire de 10%. Le minima a été rehaussé. On a une suppression de la réduction d'impôt pour les adhérents au CGA, dont là, ça intéressait notamment les majeurs qui avaient un bien en location meublée non professionnelle. On a un durcissement des obligations déclaratives sur les réductions d'impôt pour les employés à domicile, un recentrage de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires, une réintégration des amortissements dans le cas des cessions des biens en location meublée. C'est vrai qu'il y a différents avantages qui permettent d'avoir des abattements ou alors des amortissements lorsqu'on loue un bien à meubler. Eh bien, dorénavant, il faudra réinclure tous les avantages pendant la vie de l'investissement au moment de la plus-value. Alors, ça fait grand bruit, mais en réalité, l'immobilier étant à considérer sur le long terme, on bénéficie toujours des abattements pour durée de détention. Certaines typologies d'investissement LMNP sont exonérées, c'est le cas notamment des résidences étudiantes, des résidences seniors ou encore des EHPAD, donc on voit que les effets, in fine, seront assez réduits. On a un renforcement des abattements pour les donations en faveur d'une acquisition immobilière qui vont se rajouter aux fameux abattements en ligne directe. On a une extension du PTZ sur tout le territoire, une augmentation des droits de mutation à titre onéreux, les fameux frais de notaire lorsque j'achète un bien immobilier. Voilà quelques-unes des particularités de cette loi de finances qu'on pourra décortiquer le 24 avril prochain. En réalité, une fois qu'on a dit ça, on a tout dit, mais on n'a rien dit. Bah oui. Je suis mandataire, je gère 50 voire 60 mesures, je dois me connecter sur impôt.gouv. Qu'est-ce qui m'attend? Et c'est ici qu'en réalité, on va pouvoir avoir pas mal de difficultés. Alors, lors du webinaire du 24 avril, je ne veux pas tout dévoiler, mais vous comprenez qu'ici, sur le quart d'heure qui nous reste, on ne va pas pouvoir tout dire. C'est pour cette raison qu'on va prévoir 3 heures, mais déjà, on va mettre fin à une idée reçue sur la déductibilité des frais de tutelle. Alors, quand on parle des frais de tutelle, c'est bien évidemment la participation du majeur à la mesure. On voit encore trop souvent, pour ne pas dire dans la majorité des cas, les mandataires qui viennent déduire l'ensemble de leur émolument dans la fameuse case 6DD, qui fait référence aux déductions diverses. C'est une pratique qui est fausse, qui est erronée et qui peut, le jour où l'administration mettra le doigt dessus, entraîner un redressement. Et je me mets à la place du mandataire ici, qui ne fait pas une déclaration, mais qui en fait 60. On comprend aisément les difficultés que ça peut faire naître. Donc, déclarer un 6DD, c'est faux. Je crois que ça faisait partie des questions qui ont été envoyées là juste avant le webinaire, dont j'y répondrai à travers l'exemple concret. On mettra fin aussi à l'idée qu'il faut cocher la fameuse case 2OP. Alors, on entend dire tout et son contraire, et je vous mets en garde là aussi, lorsqu'on perçoit des revenus du patrimoine, notamment détachés des revenus de placement, les fameux revenus de capitaux mobiliers. J'ai de l'épargne bancaire non réglementée, donc hors livret A, hors LDD, hors LEP, et du coup, j'ai des parts sociales, j'ai un compte sur livret, j'ai un PEL, j'ai un CEL, j'ai un compte à terme, j'ai une obligation, etc. Bref, tous ces placements bancaires qui vont entraîner, lors de la déclaration des intérêts, tout simplement, l'année suivante, eh bien, des conséquences fiscales au regard de l'impôt sur le revenu, au regard des prélèvements sociaux et au regard des aides sociales du majeur. Donc, c'est vrai que la pratique consiste à dire, si finalement je ne suis pas imposable ou que je suis dans une tranche d'imposition faible, eh bien, j'ai tout intérêt à réintégrer les revenus à travers la case de 2OP. Si j'ai une tranche marginale d'imposition, j'ai tout intérêt à opter pour le PFU. Je le rappelle, le prélèvement forfaitaire unique, appelé autrement flat tax, c'est une taxation forfaitaire de plein droit qui vient s'appliquer sur l'ensemble des revenus du patrimoine. Et cette flat tax de 30%, en réalité, elle est composée de 12,8% d'impôt sur le revenu, c'est un impôt forfaitaire, comme si on avait une tranche à 12,8 quelque part, et de 17,2% de prélèvements sociaux.
Et là, le réflexe, c'est de se dire, mais finalement, si je suis à 0 ou à 11%, j'ai intérêt à être taxé à l'impôt sur le revenu, au barème progressif, plutôt qu'à 12,8, puisque forcément, 12,8 est supérieur. Eh bien, en réalité, non. En tout cas, ça dépend. Il y a plein de cas, on le verra le 24 avril prochain, où même lorsque je suis dans une tranche à 11, eh bien, j'ai plutôt intérêt à cocher la fameuse, à ne pas cocher, pardon, la case DOP, pour être, même moi je m'y perds parfois, pour être imposé à la flat tax de 30%. On le verra, on donnera des exemples avec le quotient familial, avec le jeu de la décote. Il faut savoir qu'en fait, la tranche à 11%, c'est un petit peu un leurre, elle n'existe pas réellement. Et on le décortiquera avec des exemples. Donc attention, ne tombez pas dans ce piège-là. Je ne suis pas imposable, donc je réintègre, ou alors je suis dans une tranche à 11 et j'opte pour le barème en lieu et place du PFU séparé. La meilleure solution ici apportée, déjà, c'est de faire une simulation toute simple lors de la déclaration fiscale des majeurs. Vous allez pouvoir parcourir la déclaration, faire un test avec la case cochée et un autre test, la case décochée, vous aurez là les incidences. On verra que parfois, l'incidence fiscale, c'est pas grand-chose. Il vaut mieux accepter de payer un petit peu plus d'impôts pour préserver les acquis, les minima sociaux, puisque l'impact de cette case peut avoir notamment une incidence sur le revenu imposable ou sur le revenu fiscal de référence. Ce sont des notions là aussi assez techniques, assez pointues, mais une fois qu'on le sait, qu'on l'a fait une fois, eh bien, on n'a plus qu'à le dupliquer pour le reste. On aura tout le loisir d'en parler un petit peu plus tard. Voilà grosso modo ce que l'on pouvait dire sur les nouveautés de la loi des finances, sur les quelques difficultés d'ordre pratique. Je ne vais pas aller plus loin ici, il y a des questions qui arrivent juste après, je préfère prendre un petit peu plus de temps pour y répondre. Parfait, merci Brice. Donc donc le 24 avril aura lieu le matin de 9h à midi. Une formation e-learning dispensée par Brice de Pôle Handicap, qui sera entièrement dédiée, vous l'avez compris, à la loi de finances et aux déclarations fiscales 2025. Alors, en préparant ce webinaire, on vous a interrogé et on a reçu quelques questions. On en a sélectionné. Brice, quelle était la première question dont on va parler? Alors moi, j'ai rien sélectionné du tout. C'est vous qui on les a envoyés. On les a sélectionnés. La première question concerne les ventes immobilières pour financer l'hébergement en EHPAD. Comment placer le reste sans prise de risque? Et c'est vrai que c'est souvent le premier sujet lors de l'entrée en EHPAD, dès qu'on a le certificat médical circonstancié de non-retour possible à domicile, et bien généralement on se pose la question de quoi faire de la résidence principale. Je rappelle, le Code civil assure une protection toute particulière au regard du logement principal, voire même de la résidence secondaire. Et tous les actes quasiment relatifs à ces biens-là nécessiteront l'autorisation du juge des tutelles. Juste avant de savoir quoi faire, comment remployer le fruit de la vente immobilière au mieux des intérêts du majeur pour financer notamment sa maison de retraite, son EHPAD, je voudrais rappeler ici une petite règle qui est parfois oubliée, puisque souvent, dans l'imaginaire collectif, qui dit résidence principale, dit exonération de la plus-value. Au moment de la cession, c'est vrai, ça fait partie des quelques exceptions où, lorsque j'achète ma résidence à une valeur X, 200 000 euros, si je la revends 300 000 euros, eh bien les 100 000 euros de plus-value, je n'ai pas d'impact dessus. Je rappelle, l'impact ici, c'est 19% à l'impôt sur le revenu, c'est un montant forfaitaire, plus 17,2% de CSG-CRDS, donc c'est quasiment 36% de fiscalité applicable sur la plus-value, donc c'est pas neutre. Attention toutefois, dans ce cas spécifique où le majeur rentre en EHPAD, pour continuer de bénéficier de l'exonération de la plus-value, il y a quelques conditions à respecter. La première, déjà, c'est que la cession doit intervenir dans les 2 ans de l'entrée en EHPAD. C'est-à-dire que, quand bien même on doit conserver le bien le plus longtemps possible, il faut ne pas hésiter à réfléchir déjà en amont sur l'arbitrage qu'on va pouvoir donner au patrimoine. La deuxième condition, c'est que votre majeur doit avoir un revenu fiscal de référence inférieur à un certain montant. Troisième condition, je rappelle, sont cumulatives, le majeur ne doit pas être redevable de l'IFI. L'IFI, c'est l'impôt sur la fortune immobilière qui vient frapper les patrimoines supérieurs à 1 300 000 euros net au 1er janvier. Alors c'est vrai que ça ne concerne pas tous les majeurs, hein, et lorsqu'on a un patrimoine immobilier assez important, je veux dire qu'on a d'autres problèmes, mais peut-être pas d'un point de vue du budget.
mais quand bien même. Et enfin, et surtout, il ne faut pas que le logement ait été mis à la disposition d'un locataire ou même mis à titre gratuit au profit d'un membre de la famille. Si ces conditions ne sont pas respectées, si elles ne sont pas toutes cumulées, eh bien en réalité, on va retomber sous la fiscalité des plus-values traditionnelles. Ben, on va quand même pouvoir bénéficier des abattements pour durée de détention, des abattements classiques en matière immobilière qui viennent exonérer la plus-value au-delà de 20 ans pour l'impôt sur le revenu et au-delà de 30 ans sur les prélèvements sociaux. Mais il faut quand même y penser, puisqu'on a certains cas où les biens sont vendus après 2 ans, et si on ne respecte pas les conditions, mais en réalité, il faut tenir compte, avant même de se dire bon, on va pouvoir employer X euros pour payer l'EHPAD, ça sera peut-être X moins l'impact lié à la fiscalité. Une fois qu'on a dit ça, comment placer, c'était la deuxième partie de la question, le reste sans prendre des risques? Bien déjà ici, j'ai envie de renvoyer à ce qu'on disait en introduction, suivant le régime de protection, que l'on soit en curatelle ou en tutelle, on pourra ne pas nécessairement prendre les mêmes orientations. On le rappelle, en curatelle, le régime d'assistance, c'est le majeur qui est là pour se positionner, vous êtes là pour l'assister en tant que curateur. Si on s'intéresse ici à la tutelle, eh bien on doit respecter les textes, l'égide du Code civil, avec cette fameuse notion de prudence. Enfin, on va regarder bien évidemment l'âge du majeur, sa situation budgétaire et gérer au mieux ses avoirs. Alors, le malheur des uns fait le bonheur des autres. On a, et on continue de traverser un contexte assez compliqué, mais l'inflation galopante que l'on connaît maintenant depuis plusieurs mois fait qu'on a une inversion de la courbe des taux d'intérêt. Donc si ça vient pénaliser les acheteurs pour leur résidence principale, ben, ça vient clairement avantager les épargnants pour la partie placement bancaire ou assurantiel tel qu'il soit. Je le dis parce que c'est vrai qu'hier, on préconisait de diversifier prudemment l'épargne des majeurs pour aller chercher un rendement supplémentaire à l'épargne sans risque. Et rappelez-vous, en 2021, 2022, je crois que le livret A était entre 0,5 et 0,75. On avait des fonds en euros sur les contrats d'assurance vie, la moyenne s'établissait à 1,5%. Difficile dans ces conditions de générer des ressources complémentaires pour payer une EHPAD ou pour assurer un train de vie. La forte hausse des taux d'intérêt fait donc depuis 2023, et c'est notamment le cas sur 2024, et on a une certaine visibilité sur 2025 et 2026. Le simple fait de placer de l'argent sur de l'épargne sans risque, type un fonds en euros sur un contrat d'assurance vie, peut nous rémunérer 3, 3,5, 4, voire 4,5% net de frais de gestion, pour peu que l'on s'intéresse aux contrats qui en valent la peine, bien évidemment. Donc, dans ces conditions, mais finalement, on ne réfléchit plus trop. Lorsqu'on est en EHPAD, pour répondre à votre question, je présume que votre majeur a déjà un certain âge, et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il est un âge justement où la préservation du capital doit l'emporter sur la recherche de rendement. Aujourd'hui, avoir une enveloppe assurantielle qui vous garantit du 4% net par an, disponible, garantie en capital, sans frais, ben, en réalité, on ne se pose plus trop la question. Maintenant, si le patrimoine de votre majeur lui permet de vivre de ses rentes et que la diversification prudente des avoirs permet d'avoir un surcroît de rendement, il ne faut surtout pas s'interdire de diversifier l'épargne, parce qu'il vaut mieux vivre des intérêts plutôt que de puiser dans le capital, qui n'a d'autre effet finalement que de dilapider le patrimoine à terme. Voilà ce que je pouvais dire sur cette première question. Alors ensuite, quelle attention à avoir pour la déclaration d'impôt suite à la vente de titres? Ouais, alors c'est une question très large. Je vous remercie de l'avoir posée. Je vais essayer de resserrer un petit peu, puisque déjà, quand on parle de titres, alors j'imagine que l'on parle de titres vifs, de type action. Je rappelle, une action, c'est tout simplement une fraction du capital d'une société qui peut être cotée en bourse, et dès lors que l'on peut détenir à travers un compte titre, par exemple, au sein de la banque, ou encore à travers un PEA. Donc déjà, le sens de la question, est-ce que je m'intéresse à la cession des titres dans le cadre d'un PEA? En réalité, il n'y a pas trop de difficultés puisqu'on est exonéré au-delà de 5 ans de détention. Donc, je vais plutôt m'intéresser à la cession des comptes titres d'une action dans un compte titre. Alors là, retenez-le, c'est que la règle, c'est le PFU, la flat tax, prélèvement forfaitaire unique qui s'applique de plein droit au moment de la cession ou même au moment de la perception des revenus. Mais au moment de la déclaration fiscale, on a la possibilité d'opter, et j'en ai dit un mot juste avant, pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu en cochant cette fameuse petite case DOP. Alors attention ici, le choix que l'on fait s'imposera pour l'ensemble des revenus de capitaux mobiliers notamment. On ne peut pas dire, ben, tel, pour ce placement ou cette plus-value, je vais opter pour l'IR, et pour l'autre, je vais opter pour le prélèvement forfaitaire. Non, ça n'est pas possible.
Attention également à la date d'acquisition des titres, il faut le savoir, les titres acquis avant 2018 bénéficient d'abattement. Parfois on ne le sait pas, hein. Pour durée de détention, on va avoir 50% de 0 à 5 ans, 65% jusqu'à 8 ans, voire on peut bénéficier d'un abattement renforcé jusqu'à 85%, et donc parfois on a intérêt à réintégrer au barème de l'impôt sur le revenu. Donc tout ceci en réalité va se calculer au regard des autres revenus perçus par votre majeur, au regard du montant de la plus-value. Et encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous avez le choix pour opérer au moment de la déclaration fiscale. Le meilleur résultat que vous aurez, c'est celui que vous avez sous les yeux. Donc, vous intégrez dans le cadre 3, qui fait référence aux plus-values de cession mobilière. Vous optez d'un côté pour l'intégration au barème, vous faites la simulation à l'impôt sur le revenu, vous revenez, vous modifiez pour la flat tax et vous voyez, d'un point de vue fiscal, ce qui est le plus intéressant pour votre majeur. C'est le meilleur moyen de ne pas se tromper ici. Plus grave encore, au-delà de l'incidence fiscale, ça peut être l'incidence sociale. Ah oui. Suivant le choix que vous allez opérer, barème de l'impôt, prélèvement forfaitaire, suivant les cases que vous allez cocher par rapport à la situation particulière de votre majeur et dans le quotient familial dont il va pouvoir bénéficier, vous allez avoir un impact, que ce soit sur le revenu net imposable et ou au regard du revenu fiscal de référence, qui là aussi peut entraîner la perte de prestations sociales, la perte d'avantages. Donc, ce que je disais tout à l'heure, parfois il vaut mieux payer un petit peu d'impôts, mais préserver une exonération de taxes foncières, une CSG faible sur sa pension de retraite, par exemple, pour ne prendre que ces deux cas, et accepter de prendre l'année de la cession un petit peu de fiscalité. Voilà ce que je pouvais dire sur cette deuxième question. Alors, on va prendre une dernière question parce que en fait, le temps file. Hein. Il nous reste combien de temps? Oh, ça va encore. On a encore une dizaine de minutes. Ok. Mais on voit jamais le temps passer quand on fait des webinaires, en fait, en vrai. 2 questions, c'est Allez, les deux, c'est bon. La première, déduction des émoluments sur les revenus. Ah, ça, oui, c'est un grand sujet. J'en ai parlé tout à l'heure, ça fera l'objet de développement, d'exemples et de cas concrets. Gros teasing sur la formation du 24 avril, la déclaration fiscale. C'est vrai que l'erreur courante que l'on voit, qui facilite la donne, je me mets à la place de tous les mandataires qui me regardent aujourd'hui, c'est de pouvoir déduire bien l'ensemble de ces émoluments en case de 6DD. Donc c'est une déduction qui vient baisser le revenu brut global du majeur. Mais en réalité, c'est faux. La règle est prévue par l'article 13 du Code général des impôts, qui en réalité indique que sont déductibles les dépenses effectuées en vue d'acquérir ou de conserver un revenu imposable. Et c'est ce dernier mot qui est très important, puisque, vous le savez, lors du calcul de vos rémunérations, une partie de vos émoluments tient compte des biens qui peuvent être improductifs de revenus, tient compte des intérêts des livrets réglementés qui ne sont pas imposables. Or, par définition, on ne peut pas porter en déduction des frais, une dépense, une charge sur un revenu qui n'est pas imposable. Donc, il faut savoir que la déduction, en réalité, s'opère par catégorie de revenus. Si votre majeur perçoit des salaires, vous allez devoir déduire la quote-part de vos émoluments sur ces salaires avant de les inscrire en case 1AJ. Et du coup, c'est d'ores et déjà sur le revenu brut, sur le salaire brut perçu par votre majeur, que vous allez pouvoir déduire vos émoluments correspondants. Et ensuite, il pourra quand même bénéficier de l'abattement forfaitaire de 10%, ou sur les frais réels, mais il est rare qu'on opte pour les frais réels dans le cadre d'une personne vulnérable. Pareil, s'il perçoit des revenus fonciers, vous ne pourrez déduire vos émoluments correspondant à la perception de ces revenus qu'à partir du moment où déjà vous optez pour le régime du réel et non pas le régime du microfoncier. Le régime du microfoncier, c'est un abattement forfaitaire de 30% pris par l'administration qui vient inclure l'ensemble des frais et charges nécessaires à l'obtention du revenu foncier. Donc vous pourrez les déduire en frais et charges uniquement si vous remplissez une 2044 et que vous optez pour la taxation au régime réel. Idem pour les revenus de capitaux mobiliers. Si j'opte pour la flat tax, eh bien je ne pourrai pas déduire. Il faudra que j'opte pour l'intégration au barème et que je vienne déduire mes frais sur les revenus des placements perçus. Très bien. Allez, dernière question. Je travaille. Il ne fallait pas le dire. Ah, pardon. Je travaille dans une association et j'ai besoin de conseils pour mieux analyser les placements des majeurs. On n'a rien entendu. Pour apporter de bonnes solutions. Alors, carton rouge, c'est pour moi. Non jaune, on va dire pour l'instant. On rejoint un petit peu la première question. Ici, là aussi, pour avoir toutes les clés, j'ai envie de vous dire, inscrivez-vous à la formation Bon Réflexe du 28 avril prochain. 3 heures en direct où on va voir tous ces cas concrets. Qu'est-ce que le patrimoine d'une personne vulnérable? Quel est l'impact sur les aides sociales?
que permet de faire l'article 496 du Code civil. Bref, on va revenir sur toutes les questions que vous posez en réalité au quotidien. Ce que j'aime à dire, c'est que la bonne solution d'investissement, ce sera celle qui correspondra à votre majeur, tout simplement. Et comme chaque situation est unique et particulière, eh bien, on peut difficilement faire du général. Parmi les bons réflexes à avoir ici, je l'ai dit, donc je vais me répéter peut-être, assurer une épargne de précaution à votre majeur. Ça, c'est la première chose pour faire face à un besoin urgent de trésorerie, qui pourrait naître de n'importe quoi, de n'importe où. Mais l'exemple souvent auquel on pense, c'est la perte d'autonomie, l'entrée en EHPAD, vite, il me faut de l'argent pour pouvoir la payer. Donc quand je parle d'épargne de précaution, attention, je fais référence ici exclusivement à l'épargne réglementée, livret A, LEP ou LDD encore. Tous les faux jumeaux, les faux cousins, attention de ne pas tomber trop vite sous les sirènes du banquier avec qui vous avez l'habitude de travailler et qui on collabore, puisqu'on intervient en complément, bien évidemment. Mais je reprends l'exemple tout bête du super livret à 3%. Votre majeur, il a un déficit budgétaire, il perçoit un capital issu d'une vente immobilière, et le banquier vous dit, ben, c'est 3%, c'est disponible, c'est garanti, il n'y a pas de frais, ça va lui générer un complément de revenu. Mais en réalité, oui, et pas forcément. On voit que dans bien des cas, les 3%, c'est du brut. Une fois qu'on a enlevé l'incidence au regard de l'impôt sur le revenu, une fois qu'on a enlevé les prélèvements sociaux, une fois qu'on a enlevé l'incidence au regard de l'âge, qui peut être impacté dès le premier euro des revenus du patrimoine, une fois que je tiens compte des seuils, des décotes à ne pas dépasser pour bénéficier des exonérations, de taxes foncières, pour bénéficier d'une CSG minimale sur mes pensions de retraite, etc., je pourrais vraiment grossir le trait. Et bien en réalité, votre majeur, il n'a jamais 3% dans sa poche. Au mieux des cas, il a 0, voire il est négatif si je détaille l'ensemble des postes et des incidences sur son budget. Donc voilà un petit peu les quelques réflexes à avoir. À côté de l'épargne réglementée, ouvrez une enveloppe assurantielle. Je me répète, contrat de capitalisation, contrat d'assurance vie classique, labellisé ou pas épargne handicap. Je rappelle que l'épargne handicap, souvent, elle est mal comprise et du coup, elle est mal utilisée, mais vous allez pouvoir cumuler tous les avantages de l'assurance vie avec des réductions d'impôts chaque année sur les versements effectués, des exonérations des prélèvements sociaux sur les intérêts des fonds en euros, des exonérations sur la plus-value lors de la transmission pour le majeur, une non prise en compte du capital au regard de l'aide sociale à l'hébergement, etc., etc. Je vois que le temps nous est compté. Non, c'est bon. Je veux, on est pas mal. Ok. On est pas mal. Il nous reste 5 minutes. Ces 5 minutes, déjà, merci Brice, Merci à vous. d'être venu pour nous parler de tous ces sujets. Alors, excessivement vaste, c'est vraiment intéressant. Que même en 1 heure, on peut pas tout balayer, mais on a commencé oui, on y passerait des heures et des heures. Donc, je vous rappelle les 2 prochaines formations que on va vous proposer avec Pôle Handicap. Donc le 24 avril, de 9h à midi, la loi de finances 2025. Donc on ira et vous ira un petit peu plus loin sur les détails et les éléments de cette loi de finances et puis de ces déclarations fiscales qui vont démarrer, on le rappelle, le 13. Donc pour ça, on fait cette formation le 24 avril. Et le 28 avril, une deuxième formation sur gestion de patrimoine et tutelle, donc plus spécifiquement sur... on a balayé un petit peu les éléments avec ces 2 questions. Et plus tard, une mise à jour des aides sociales, mais ça, on vous en parlera un petit peu plus tard. Vous qui avez participé au webinaire, n'hésitez pas à nous indiquer que vous avez participé à ce webinaire. Et on vous permettra de bénéficier d'une remise sur les frais de ces 2 formations. Merci à vous d'être venus, merci de nous avoir suivis. Prochain webinaire Affect, le 19 juin 2025. On parlera des travaux, des logements avec l'intervention de Platéo, qui est courtier en travaux, spécialisé dans les travaux auprès des majeurs en mesure de protection. Merci encore Brice de votre visite. Merci à tous et puis à très bientôt sur la chaîne Affect pour un prochain webinaire ou peut-être d'autres informations. Merci, bonne fin de journée à tous.